Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières. Peu importe votre niveau d'études, ce que vos parents faisaient, votre poids, votre taille, vos orientations sexuelles, votre religion ou autre, c'est vraiment une question de foi et de croire en soi. Je sais, on vous le dit tout le temps, mais en fait, il n'y a que ça qui reste au final. Parce que les idées viennent de nos têtes. Voilà, c'est rare que les idées d'entrepreneurs viennent de 10 têtes. À un moment, on peut les partager à 10 personnes. Mais ça part toujours de nous. Pays de la bière et de la NVA. Des mains coupées et des cervelas. Responsable de la mort de Lumumba. Pays de Stromae, pays d'Abdeslam. Molenbeek, islam radical. Les mêmes qui criaient allez au diable. Aujourd'hui ils crient allez les diables. Mauvaise ambiance. Mon ami c'est mauvaise ambiance. Mauvaise ambiance. Tu ramènes la mauvaise ambiance. Mauvaise ambiance. Mon ami c'est mauvaise ambiance. J'ai le plaisir d'avoir Monsieur Badi. Ouais, c'est moi. Enchanté. Comment vas-tu? Ça va et toi? La forme. Alors, on a énormément de choses à se raconter aujourd'hui. Ouais, il y en a pas mal. Ouais. Ce que j'aime bien avec le podcast, c'est toujours la possibilité pour les personnes qui nous suivent, soit de te découvrir ou de te redécouvrir, en fait. Et c'est ça que j'aime bien avec ce format, c'est qu'on est comme à la maison. Ouais. C'est vrai qu'on fait le tour un peu du globe avec le podcast. Non, mais c'est cool. Mais on est là. Et en plus, c'est une émission que je suis, donc j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un plaisir d'être là avec toi. Merci, ça me fait plaisir. On a beaucoup de choses en commun. Ouais. On a pas mal de personnes en commun. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est toi, Badi. Donc, Yeah, that's my day. alors, ce que j'aime beaucoup aussi, comme dans beaucoup d'histoires, c'est une belle histoire de résilience. C'est une histoire intéressante, inspirante, et aussi une histoire qui, je pense, peut en inspirer plusieurs. Ouais, mais j'espère en tout cas. Donc voilà. Alors, Badi, on est à Bruxelles. Donc, je te connais en tant qu'artiste. Et sur la scène bruxelloise, ça fait 20 ans que tu es là. Ouais. Tu es un ancien, mais tu es toujours d'actualité. Ouais, c'est ça, hein. C'est pas facile comme défi, mais on a su rester d'actualité. Donc voilà. Voilà, donc moi ça fait longtemps, effectivement, on est à Bruxelles. Moi je suis né et j'ai grandi à Bruxelles. Là on est en plus chez Eratom, donc c'est avenue Georges-Henri, donc c'est un quartier dans lequel j'ai grandi, puisque moi j'ai passé pas mal de temps, on va dire, de mon enfance, de mon adolescence justement, ici vers Woluwe, au parc Georges-Henri, avec beaucoup d'amis avec qui j'ai fait de la musique, notamment. Donc c'est vraiment Bruxelles, c'est vraiment la base pour moi. Et puis après, de cette base, il y a les origines aussi qui sont le Congo et qui sont aussi une autre base, mais c'était plus la base à la maison. Mais Bruxelles, ça a été vraiment le lieu de rencontre et là où j'ai pu me développer, on va dire, pas dire sur les 20 dernières années, mais il y a très longtemps. Je vais pas non plus tout dire aux gens maintenant, mais bon, ils vont découvrir que ça a commencé il y a longtemps. Et donc, c'est vrai, là, la question que beaucoup de gens me posent et auxquelles j'espère pouvoir répondre, c'est comment est-ce que j'ai fait pour rester aussi longtemps? Voilà, bon, on va prendre le temps d'en discuter dans l'émission et d'échanger là-dessus. Donc voilà, Bruxelles, c'est la base déjà de toute cette histoire. En parlant de longévité, tu as commencé, donc il y a combien de temps maintenant à peu près? Franchement, il y a plus de 25 ans. C'est 25 ans. Ouais. Waouh. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ah ouais, la musique, c'est mon truc? Ben, un petit peu comme pas mal de gamins de ma génération, hein, des années 80, c'était Michael Jackson. On regardait Michael, le Moonwalk, Thriller, c'est ça. Moi, je m'entraînais dans ma salle de bain, dans la cuisine, voilà, au salon. C'était vraiment le truc. Il fallait arriver à faire le Moonwalk, à faire tout ça. Donc ça, c'était vraiment le truc qui m'a mis dedans. Après aussi, je viens d'une famille où il y avait déjà des musiciens dans ma famille aussi, dans le sens où j'avais mon oncle qui jouait dans l'hockey jazz à l'époque. Donc c'est un truc où je me rappelle quand on était petit, c'était voilà, l'oncle qui a le swag, voilà, qui débarque, il a un petit loup, qui porte des lunettes noires à la maison, tout ça, donc des trucs. Et donc du coup, c'est vrai que via lui, souvent, je me rappelle, il nous ramenait un peu les dernières nouveautés du pays, qui est jazz, Koffi Olomide, Wenge, enfin tous ces trucs-là. Donc je grandis ça avec ça. Et en même temps,
En même temps, voilà, j'ai une grande sœur. Et elle, alors, à l'époque, je me rends compte qu'à l'époque, on écoutait le top 50. Tu vois, le top 50, c'est le truc, ça passe plus maintenant. Ah Mais ouais, du coup, ça n'existe plus. mais moi, c'était un truc de regarder les clips là, Ouais. du top 50 et tout, ce qui nous permettait quand même de découvrir aussi bien des trucs français que des sons américains. Et puis de sons américains, petit à petit, ben, est arrivé le rap. Enfin, j'ai même envie de dire le hip-hop, parce qu'à l'époque, c'était vraiment. Justement, je parlais de Michael Jackson, il y avait les trucs de Moonwalk, mais il y avait aussi quand même déjà du breakdance, des trucs comme ça. Et puis quand est arrivé ce truc du hip-hop, ouais, là, je me suis pris une grosse claque. Et donc, un peu comme tout le monde, on dit, bah, c'est toujours le truc un peu plus commercial, hein. Il faut quand même remercier quelqu'un, je pense, qui a un petit peu lancé tout le monde, mais que personne ne déclare vraiment, c'est Benny B, parce que ça va être les premiers textes de rap que j'ai rappé, c'était Benny B, quoi. Et donc, quand Benny B est arrivé, tout ça, avec DJ Dédiqué, tu vois, les chorés, on regardait ça. Ça s'appelait 10 qu'on aime, 10 qu'on aime. Voilà, je me rappelle de cette émission à l'époque, voilà. 10 qu'on aime et tout ça. Moi, je regardais ça, je crois que ça passait le dimanche ou le week-end. Ouais, Là, sur RTL, ouais, j'étais ouais, dingue ouais. de ça. Et donc, ça m'a vraiment motivé. Et puis après, les trucs américains, un de mes grands cousins, il m'avait offert. Je crois qu'il avait rien d'autre à m'offrir, donc il m'a offert le CD d'LL Cool J, Mama Say Knock You Out. Je commence à écouter ça, j'aimais bien le morceau. C'était quoi? Bah, Mama Say Knock You Out, mais Around the Way Girl, c'était un peu plus. Voilà, Mhm. voilà, LL pour les meufs, tout ça. Et puis ma soeur, après, elle a ramené une cassette, il y avait beaucoup de R&B, New Jack dedans, mais il y avait le morceau Tupac Dear Mama. Et à partir de là, ça m'a vraiment touché. Je crois que j'ai écrit mon premier texte en écoutant, enfin solo, vraiment pas où on pique des rimes de rappeurs et tout ça. Vraiment en écoutant le morceau d'Air Mama, ça m'a vraiment mis une belle claque. Et à partir de là, ben, j'ai pas déclaré tout de suite, mais petit à petit, je commence à écrire et tout ça. Et très vite, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer des gars de mon âge, parce que j'avais 12 13 ans, hein. C'était vraiment des gars de mon âge qui eux aussi rappaient. Et donc on allait pas très loin d'ici, on allait il y avait la maison de jeunes à Andromède. On allait là un petit peu pour jouer au ping-pong ou au kicker, mais surtout pour écouter un peu les derniers sons. Et là, en fait, on a commencé un petit peu à freestyler. Il y avait beaucoup de freestyle à l'époque, mais impro, de la vraie impro. Ok. Voilà, donc Pas les pas les textes qui sont textes. là sur les smartphones. Non, 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 voilà, le vrai freestyle, Ok. impro et tout ça. Et puis, moi, j'étais un petit peu quand même toujours le timide de la bande, Ok. mais j'étais très observateur. De temps en temps, je lâchais un ou deux textes comme ça. Et puis voilà, on a commencé très vite avec mon cousin K2, qui lui était de Molenbeek. Et il connaissait déjà, il était un peu plus dedans. Ce qu'il faut, pour les plus jeunes qui regardent l'émission, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de truc. Donc, quand tu devais te faire connaître, tu devais passer à la radio. Donc, Bonne chance. donc voilà, bon, et bonne chance pour passer à la radio, mais il y avait des petits trucs, il y avait des petits trucs. Et je me rappelle, donc il y avait mon cousin K2 qui, lui, il avait déjà fait de la radio. Avec mon autre cousin d'ailleurs que je salue ici, Kitsi, avec qui je bosse toujours d'ailleurs, Kitsi Smalls. Et à partir de là, Kitsi, justement, qui lui était petit, et qui était vraiment petit, parce qu'il devait avoir 8 ou 9 ans. Ok. Et nous, et nous un peu plus, il disait, ah, mais il faut vous connecter, il faut que vous fassiez un groupe ensemble, machin. Là, quand on se voyait à Noël, dans les fêtes, tout ça. Et en même temps, j'avais un autre pote à moi, Zico, qui lui a eu la chance à l'époque de justement participer à une de ces émissions radio. Et là, je pense que c'est vraiment important. Je pense que parce que je sais, j'entends beaucoup de gens qui ont oublié cette époque du rap belge, mais c'est bien important de resituer ça. Il y avait un truc, il y avait une station radio qui s'appelait Action d'abord, puis après qui est devenue Vibration. Et il y a Naski, Roland Naski d'ailleurs, il anime encore des émissions. Et il y avait l'opportunité d'aller faire des freestyles là-bas chez lui, Ok. à sa radio. Mais bon, faut imaginer que nous, on est des gamins, donc on a 13 14 ans. Donc on n'est pas. Voilà, et à l'époque, quand tu as 13 14 ans, quelqu'un qui a 18, c'est un padré. Donc à l'époque, on est vraiment très, 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 très jeune. 13 14 ans. Et en fait, Zico fait un freestyle.
Et en fait, le freestyle, il y a eu un des premiers festivals hip-hop à l'époque, qui s'appelait Les Arts Hip-Hop. Et du genre, il y avait Supreme NTM qui devait rapper. Genre, il y avait Jero de Damaja des States, il y avait les deux balles de Nec. Enfin, c'était. Voilà, c'était un gros truc. Et il fait ce freestyle qui est en fait qui est une vidéo un petit peu promo et il y a une télé qui le filme. Et du coup, tout Bruxelles le voit. Parce que c'est une chaîne locale, mais tout Bruxelles le voit. Et du coup, très vite, en fait, comme nous, on évoluait avec. Les gens se sont demandé, mais c'est qui le mec qui rappe? Et en fait, ils nous ont vu débarquer, on devait mesurer 1,50 m et on a débarqué là-bas. Et à partir de là, ça a été quand même assez vite pour notre âge, en fait, mine de rien. Parce que on avait 14 ans, alors on a fondé le premier groupe, c'était Les Présumés Coupables, LPC, pour ceux qui savent. Et de là, en fait, ça a été assez rapidement parce que on a eu de la chance aussi, c'est que on avait un cousin à nous, c'était le rappeur Youssoupha. Et du coup, en fait, lui, il nous a permis en fait d'aller en France parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de studio d'enregistrement euh, en Belgique, ou en tout cas pas de studio, on va dire, où ils savaient ce que c'était d'enregistrer du rap et tout ça. Aussi accessible, c'était pas aussi accessible. Non, c'était pas aussi accessible. Et puis après, il faut s'imaginer qu'en fait, on n'avait pas de producteur, rien. Donc c'était vraiment rentrer dans le truc. Et ce qui était intéressant, c'est que de Youssoupha, ça nous a connecté à Philo, qui lui à l'époque rappait dans le ménage à trois, avec les deux balles de Nègre, avec Monsieur R, tout ça. Et donc en fait, je devrais pas le dire, mais à prescription. Donc en fait, on avait genre 16 ans, on rentrait dans le Thalys, on payait pas et on allait en France. Donc, donc voilà, c'était vraiment la passion de la musique, c'était pour te décrire, tu vois, on avait 16 ans, des fois mes parents m'en voudront pas, moi des fois je dis, ah non, mais je vais chez un pote, en fait, je prends le Thalys, je vais en France, je reste 4-5 jours, tout ça et tout, et on commence à enregistrer là-bas, tout ça, et petit à petit, en fait, on a commencé à faire plein de petits concerts, tout ça, et en fait, en résumé, ce qui fait que quand on a eu 18 ans, euh, et là, je pense que c'est important de faire un petit peu le break, c'est que justement, peut-être plus ce truc d'entrepreneuriat, elle a commencé là, en fait. Parce qu'à ce moment-là, on était à un moment où il n'y avait pas de producteur. Voilà, le rap belge, ça existe, parce qu'il y a des gens plus âgés que nous, clairement. Mais ça reste peut-être plus à un niveau local, avec des codes assez locaux. Dans le truc. Nous, comme moi, je t'explique, on passait beaucoup de temps sur Paris, malgré le fait qu'on allait encore à l'école et tout ça. Donc, dès qu'il y avait un long week-end, dès qu'il y avait un congé, on allait à Paris. Et, euh, et en fait, à un moment, on s'est retrouvé avec des gens qui voulaient nous produire. Après, on était mineurs aussi. Donc, on se retrouve avec quelqu'un qui veut nous produire. Et ça se passe pas très bien, en fait, en gros. Il paye les premières sessions, la personne disparaît. Vraiment, quoi. Mais bon, voilà, mais il faut imaginer qu'on est mineur, qu'on n'a pas de fric, on se retrouve une semaine à Paris, rien, quoi. Et, euh, et donc, on revient quand même de Paris, toujours en fraudant le Thalys. Et chacun rentre un peu chez soi en se disant, bon, l'expérience s'est pas bien passée, donc voilà, on reprend l'école, voilà, ça nous avait mis un coup. Et j'ai un pote à moi qui s'appelle Nika, qui maintenant est un peu plus dans tout ce qui est cinéma. Et il vient nous voir. À l'époque, je me rappelle, moi je travaillais, je crois, au Foot Locker, tu vois. Il vient me voir un soir, il faut absolument que je te vois. Je dis, ok, vas-y, on se voit. Off cap. Ah non, t'as vu, moi j'ai écouté les morceaux que vous avez enregistrés en France, c'est trop fort. Moi, voilà, je vais travailler 2 mois ces vacances, et je mets l'argent des 2 mois et on sort le disque. Waouh. Ah, le mec, il Il croyait en déterre. toi. Voilà, mais on avait 17, 18 ans, donc. Waouh. Et, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis chaud, mais vas-y, regarde, là, tu travailles, tu mets de l'argent de côté, on y va, viens, on en parle aux autres. Voilà, et de fil en aiguille, on arrive à se mobiliser en équipe. Il y a beaucoup de rappeurs qui aiment bien dire avec l'argent qu'ils ont fait avec l'argent du shit. Nous, on s'est fait avec l'argent du quick, donc c'était voilà. Donc on est parti avec l'argent de nos tafs d'étudiants au quick. Et voilà, on est reparti à Paris, mais maintenant c'était nous qui étions producteurs. Waouh.
Voilà, on est reparti avec cet argent, on a réenregistré, on a, et comme ça, on a sorti notre premier disque. Voilà, et on avait 18 ballets. Donc le premier disque sort, ça se passe, enfin on n'y connaissait rien, mais ça se passe bien parce que c'était une fierté, quoi. Donc quand même, Bruxelles nous a quand même porté. Et puis après, après 1 ou 2 ans plus tard, il y avait quand même un gros entourage et on s'est dit on va tous se réunir et ressortir un deuxième disque. Mais quand même, je tiens aussi à préciser, mais c'est vraiment aussi pour tous ceux là on va parler beaucoup de musique, mais je tiens quand même à envoyer un message à tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat. Ouais. On sort ce disque, on est content de le sortir, on se retrouve dans les Fnac, en France et tout. Mais, qu'est-ce qui se passe? C'est que la boîte dans laquelle on sort le disque, elle fait faillite. Donc, ce qui fait qu'on sort les brevets disques, donc on n'a jamais revu cet argent de ce premier disque. Puisque ça fait faillite, c'est compliqué, il y a toute une histoire, le gars qui nous avait introduit, est-ce qu'il est parti avec l'argent, mais bref, nous on n'a jamais revu cet argent. Et donc, déception, mais en même temps encourageant, en se disant, bon, ben, on va le faire quand même. Ok. On continue. On continue ou on continue pas. Bon, on continue, il y a des gens, à l'époque on était tout contents parce que, tu vois, il y avait cette chaîne qui s'appelait MCM. Ouais. Nous, on a un petit groupe de Belgique. MCM, est-ce qu'ils viennent en Belgique ou est-ce qu'on va à Paris? En tout cas, ils nous suivent. On se retrouve dans leur émission. On se retrouve, tu vois, dans les journaux qu'il y avait à l'époque, dans le Groove. On se retrouve là, dans leurs CD, là. Et tout, c'est les trucs que nous, on achetait. Donc, ça nous encourage. On se dit, bah, en fait, en vrai, on peut le faire. Si les autres nous valident. Voilà. Donc, s'il y a la presse, s'il y a des gens, ils commencent à avoir des concerts. On sort le deuxième disque du collectif. Le collectif s'appelle Le Chant des Loups. Ça sort, ça marche pas mal. Voilà, justement, on se retrouve à faire des festivals. Déjà à l'époque, je parle d'il y a plus de 20 ans, tu vois, des festivals de Dour, des machins, des trucs à tourner. Et donc, vraiment, ça nous a vraiment lancé. Okay. Donc, voilà, ça, c'était vraiment les débuts de je sais pas, de Badi à l'époque, avec un Y, B-A-D-Y. Et c'était vraiment, dès le départ, ça a vraiment été ça, quoi. Après, il y a plein d'autres trucs qu'on a fait entre-temps. C'est à l'époque des mixtapes, donc on a commencé aussi à faire pas mal de mixtapes. Avec pas mal d'artistes qui ont émergé par après, des gars comme des James Dino, des gars comme des Sefiu, des gars comme des Youssoufa. Donc à ce moment-là, on était vraiment dans ce truc de faire de la musique, mais de s'autoproduire. Donc ça a vraiment commencé là. Ok. Donc l'entrepreneuriat pour toi c'est super important. Et je pense que c'est une force aussi, tu vois, quand tu crois à fond dans ton projet et que tu toques d'abord aux portes pour des aides ou des financements, que tout le monde te tourne le dos, l'entrepreneuriat, en fait, c'est la solution, je pense, à beaucoup de choses. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de challenges qui vont avec. Et pour toi, c'est quoi le plus dur encore aujourd'hui quand tu entreprends tes projets en tant qu'indépendant? En fait, c'est toujours en plusieurs phases. Je crois que la première phase, c'est déjà d'avoir de l'argent. Parce qu'on a beau avoir des idées, si on n'a pas l'argent pour les réaliser, c'est compliqué. Mais par rapport à l'argent, je suis toujours parti d'un principe. C'est jamais un problème, l'argent. Parce qu'il y a des projets, et encore plus à l'heure actuelle, ça se confirme. Aujourd'hui, on est dans le podcast. Aujourd'hui, tu peux avoir un micro pour pas cher, tu peux te filmer avec ton téléphone, créer du contenu, faire tes propres clips. Ça va te prendre du temps, ça va te prendre de l'énergie. Mais moi-même, des fois, je suis surpris. Il y a des choses qu'on fait comme ça au téléphone pour rigoler qui prennent beaucoup plus qu'un clip où on a investi. Donc ça, c'est un peu par rapport à l'argent. La deuxième chose aussi, c'est de pouvoir... Il y a beaucoup de gens, surtout ici en Belgique, ou j'ai envie de dire dans le monde francophone même, j'ai envie d'élargir, où on va te dire, non mais c'est pas possible en fait. Mais pourquoi en fait c'est pas possible? C'est un peu comme quand je t'explique l'histoire du début, en fait, ils savaient pas, donc ils ont réussi. Il y a beaucoup... Ils savaient pas que c'était pas possible. Ouais. Ils l'ont fait, ça a marché. Et souvent, ça a été comme ça. C'est un peu comme quand je t'explique avec le premier disque, c'est que, en fait, nous, on n'est jamais parti du principe qu'on ne savait pas le faire. Parce qu'en fait, personne ne nous a dit, non, mais c'est pas comme ça que tu dois le faire. En fait, on savait pas. On a appris, ça l'a fait. Et donc, c'est aussi de croire en soi. Et quand on parle de croire, on parle de foi aussi.
Et on parle aussi de crédibilité, croire, crédibilité. Et en fait, souvent, on va remettre en cause ta crédibilité parce que tu n'as pas fait les bonnes études, parce que tu n'as pas le bon manager, parce que tu n'as pas assez d'argent, parce que tu es noir, parce que tu es une femme, parce que tu es gros, parce que tu es mince. Et au final, c'est juste à toi de garder la foi. Et je crois que c'est vraiment quelque chose de foi. C'est un peu une profession de foi, je crois, d'être entrepreneur. Parce que beaucoup de gens te diront que non, c'est pas possible, ça, on va trop taxer, on va trop faire ceci. Et au final, tu fais plus rien. Et moi, je crois que ça, c'est vraiment ça. C'est avoir suffisamment de foi, croire en soi. J'avais un texte à l'époque qui disait crois en toi avant de croire en qui que ce soit. Garde la foi où que tu sois et qui que tu sois. Plus que des mots, c'est une façon de vivre, car la vérité, elle seule te rend libre. Tu vois, c'est des trucs que j'ai écrits quand j'étais gamin. Qui sont restés. Mais qui sont restés parce qu'en fait, c'est vraiment ça. C'est de croire en soi et de garder la foi parce que ça reste quand même la chose la plus difficile en tant qu'entrepreneur, mais en tant que plein d'autres choses. Même quand tu es dans ton boulot, tu peux être dans un boulot, tu veux monter, tu n'arrives pas, tu peux avoir... on va t'annoncer que tu es malade, à un moment, tu auras peut-être l'envie d'abandonner à plein de choses, mais c'est cette foi, en fait, qui nous porte. Ouais, c'est très puissant ce que tu viens de dire. Merci. Mais effectivement, croire en soi, c'est déjà le big step à Exactement. faire. Franchement, si on se remet toujours en question et qu'on réfléchit trop, qu'on est trop dans l'émotionnel, au final, le temps passe. Et puis on se réveille un matin, on se dit damn. Ouais, exactement, il y a le fameux damn. J'ai pas étudié Freud, mais j'ai retenu une phrase, je crois que c'est, ou Nietzsche plutôt. C'était la réflexion tue l'action. Donc à un moment, il faut réfléchir, mais pas trop. C'est-à-dire, trop de réflexion, ça tue l'action. Après, il faut avancer en réfléchissant, mais ne pas être que dans ça. Parce que souvent, c'est un peu comme quand tu fais du sport. Une fois que tu peux être, je sais pas, sur un terrain de foot, un terrain de basket, voilà, quand tu fais la passe, il y a une action à faire. Tu peux pas rester, qu'est-ce que je fais avec le ballon? Non, tu vas être dans l'action, parce que c'est vraiment ça, c'est trouver ce savant dosage. Ouais. Tu vois, ce que tu dis là, par rapport à la réflexion avant l'action, moi, ce que je trouve super intéressant avec les jeunes de maintenant, eux, ils sont plus dans l'action, en fait. Ils réfléchissent pas, ils sont tellement impulsifs, et j'aime beaucoup ça, leur impulsivité. Je pense que la technologie aide aussi, tu vois, du fait que maintenant, tu prends ton téléphone et tu as accès au monde entier en appuyant sur un bouton. Mais c'est vrai que la génération là, les petits là, ah, moi je suis fan. Les mecs, ils ont une énergie, une façon de voir les choses complètement différente. Et je trouve que ouais, c'est enrichissant aussi, tu vois, parce qu'on parle toujours, ouais, les anciens. Mais la génération en dessous aussi, ils ont pas mal de choses à nous apporter aussi, je trouve. Oui, clairement. Moi, je travaille avec beaucoup de jeunes parce que j'anime pas mal d'ateliers d'écriture dans les écoles, dans les maisons de jeunes et tout ça. Et c'est vrai que c'est une autre perception des choses. Parce que voilà, moi, quand j'avais leur âge, déjà, on donnait pas d'atelier d'écriture. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait dire, bon voilà, j'ai une expérience dans le rap, je vais la partager avec toi. Ou il n'y avait pas YouTube. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une école, YouTube. C'est l'université. Voilà, c'est une université. Tu peux apprendre à faire tes vidéos, tes montages, tout seul. Tu regardes et tu mets pause. Et voilà, donc il y a un accès à l'information, il y a un accès à un savoir qui est vraiment important, mais qui en même temps, ça remplace pas l'expérience. Et donc je pense que moi, ce que j'essaye de faire, on revient à cette longévité, c'est de se dire j'ai de l'expérience, mais je reste un élève, en fait. Voilà, j'apprends chaque jour. C'est pas, ouais, j'ai de l'expérience, je vais me reposer dessus. C'est, ah ouais, non, en fait, ouais, c'est vrai, j'ai fait ça, j'ai sorti des disques, mais au jour d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour sortir un disque? Souvent quand je travaille avec des artistes, je leur dis, il faut toujours que tu réfléchisses comme ce gamin de 16 ans, en fait, qui fait du son. Faut jamais oublier ce gamin de 16 ans, c'est-à-dire qu'il ferait quoi, en fait, au jour d'aujourd'hui, ce gamin de 16 ans, pour se faire connaître? Ah, bah, il va se mettre dans sa chambre, il va faire des freestyles. Alors peut-être que tu vas pas faire ton freestyle dans ta chambre, peut-être que tu vas trouver un meilleur endroit, peut-être que tu auras une meilleure caméra parce que tu as plus d'argent, mais garde cette énergie-là. Parce que, en fait, c'est comme ça. Ah, il va mobiliser sa communauté en faisant ça. C'est ça aussi le secret de la longévité, c'est de rester à la source de ce qui fait avancer les jeunes. Parce que c'est pas parce que tu as de l'expérience que
que voilà, je vais te donner un exemple, même chose. Je donne des ateliers d'écriture à des jeunes, mais je donne aussi à des personnes âgées. Ok. Donc, je me suis retrouvé à donner à des gens qui ont plus de 80 balais, mais en même temps, qui sont très jeunes. Parce qu'en fait, ils ne se déconnectent pas de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils sont... ils peuvent m'apprendre plein de choses. Et des fois, je me suis retrouvé dans une discussion, par exemple, sur la sexualité, avec des gens qui ont 80 balais, donc qui ont l'âge de mes grands-parents. Et en fait, j'étais là, j'ai dit, attendez. Voilà. Là, je préfère m'asseoir et j'écoute. Voilà. Mais en même temps, il reste très connecté. Donc, c'est de jamais se déconnecter. On n'est jamais trop vieux, en fait. On n'est jamais trop vieux, on reste jeune et on continue à apprendre, quel que soit notre âge. C'est très beau comme message. Et moi, je pense qu'on va développer encore un peu plus qui tu es, ce que tu fais dans la deuxième partie du podcast. Mais en tout cas, la première partie, là, j'ai kiffé déjà. Ah, merci. Virgil Abloh, 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 Virgil Abloh. Il y a une autre facette de toi que j'aimerais bien qu'on aborde, c'est ton côté créatif, d'un point de vue vestimentaire, j'ai envie de dire. Okay. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve chez Eratom, notre sponsor de la journée. N'hésitez surtout pas à aller checker cette boutique. Franchement, de belles pièces dans un cadre magnifique, dont il y a des produits à toi qui sont disponibles ici. Ouais, exactement. Explique-nous un peu l'histoire de cette transition. Je ne sais même pas si c'est une transition, c'est juste une addition à... Ouais, c'est ça, c'est vraiment une addition. En fait, à la base, j'aime bien les vêtements, je suis congolais quand même. Donc voilà, il y a ce truc, effectivement, de sap et tout ça, que j'aimais bien mettre dans les clips, surtout. Dans les clips. Ce qui fait que j'ai eu aussi, comme je disais tout à l'heure, j'ai été aussi un bon élève. C'est-à-dire, je me rappelle, on avait fait le clip Intégration, qui était la première collaboration que j'ai fait avec Bodhisattva. Et on avait travaillé avec De Fustel, qui est vraiment un grand frère, qui est là aussi dans les vêtements depuis longtemps. Et puis on a fait le clip Kitendi. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Kitendi, ça veut dire le vêtement, enfin le tissu en lingala. Et donc là, on parlait clairement de sap, un peu plus des sapeurs et tout ça. Et on s'était connecté avec les gens de Marché Noir et d'Art Come First. On taffe pour une chemise, alors qu'on rêve d'un empire. Signe extérieur de richesse, pour masquer nos faiblesses. J'étais stylé avant Kanye, porté jeans troué avec un trou ourlé, marinière Gauthier, lunettes Oakley. J'ai réalisé un morceau, pour dire que tout est toujours lié, j'ai réalisé un morceau qui s'appelle King of the Congo, où je parlais un petit peu de mon père, et en fait, je cherchais en fait comment habiller le visuel, parce que je voulais prendre des photos de famille, en fait. Et il y avait des belles photos, enfin il y avait des photos, à travers les photos de famille, c'est bien, c'est des moments marquants. Et au départ, je suis même tombé sur des photos assez tristes, dans des moments un peu plus deep, comme ça, de mes parents. Et puis quelqu'un m'a dit, mais en fait, tu sais, ce qui est aussi important par rapport à notre histoire, c'est que tu peux parler quelque chose de négatif ou quelque chose qui t'a heurté, mais il faut quand même rendre honneur aux gens. Donc il faudrait que justement tu parles de quelque chose de négatif, mais que tu les montres quand ils brillent, quand ils sont sapés, les parents et tout ça. Et j'en ai tenu compte pour le clip, et du coup j'avais pris des photos de mon père, on a fait des grandes affiches genre de 3x3 en gros, et le clip est disponible sur YouTube. Et il y avait une photo en particulier, et en fait j'en avais plein, parce que mon père a gardé toutes les photos qu'il avait dans les années 70 et tout ça, en quittant Kinshasa, des tantes, de lui, de ma mère, des enfants. Et donc ça a commencé par ce morceau.
Et puis je me suis dit, je regardais un truc un peu de... Je crois que c'était Kanye West ou... Ouais, c'était Kanye West, avant qu'il parte en couille. Et, et, euh, et en fait, il parlait de memory shirts, enfin, des t-shirts. Mais lui, c'était des stars, on va dire. Donc je me suis dit, ah, mais c'est bien ce truc de memory shirt. Et en fait, après, j'ai commencé à prendre des photos. Et j'ai mis ça. Et en même temps, il y avait le nom de... Voilà, c'est Badi maintenant, mais on m'appelait Banks aussi. Et donc, c'était important, ce mot Banks, de lui donner une autre signification. Et donc, je me suis dit, je vais partir sur Banks, mais je vais écrire ça B-A-N-X-V. Donc, XV, c'est 15. Non, voilà. Pourquoi article 15, toujours la débrouille et tout ça. Et en même temps, on a barré le A et le N. Donc, ça fait Bruxelles Ville. Donc, c'était une manière de mettre ces débrouilles congolaises, de mettre Bruxelles et puis de moi-même me mettre. Et puis, on est parti là-dessus. On a lancé une première série de t-shirts il y a... Ouais, on a lancé ça en 2020. Et quand on a lancé les premières ventes, une semaine après, c'était le confinement. Et, mais malgré tout, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus acheter la première série de t-shirts. Et puis après, l'été suivant encore. Et puis cet été, encore d'autres t-shirts, des pulls, des choses qui ont commencé ça a commencé à devenir un projet un peu plus solide. Et le projet grandit encore. C'était important pour moi de pouvoir mélanger les vêtements et de mélanger ce que je suis, parce que j'ai fait un morceau qui s'appelle Virgil Abloh aussi. Donc pour moi, ça m'a toujours parlé. C'est bien de s'habiller en Gucci, enfin voilà, je vais pas citer toutes les marques, on les connaît, de ces grandes marques de haute couture, mais c'est pas des gens nécessairement qui nous représentent. On se sert beaucoup de notre image, je trouve, en tant qu'homme ou femme noire. On représente quelque chose de glam, mais ça raconte pas notre histoire. Et donc moi, c'est surtout me servir aussi du vêtement comme un moyen aussi de raconter notre histoire, et de se réapproprier cette fameuse sape, en fait. Voilà, c'est vraiment ça, c'est important pour moi. Ça me rappelle que j'ai invité Samantha lors d'un épisode du podcast, Ouais. avec qui tu bosses aussi. Ouais, clairement. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment cette collaboration s'est faite, cette connexion? En fait, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On a une longue histoire ensemble. Et donc, au moment où moi, je commençais à développer Banks, un jour, elle m'a fait la surprise. Elle m'a dit, ouais, j'ai un projet et tout. Voilà, il faut trop que je te le montre. Et elle m'a montré, en fait, Wenzoki, avec les chaises, tout ça. Et puis ça collait bien parce qu'en fait, mine de rien, on a développé la même chose sans nécessairement se consulter au préalable. Dans le sens où elle aussi avait voilà, de partir d'un objet commun qui peut être du mobilier, mais de raconter une histoire sur ce mobilier. Et donc, instinctivement, ça c'est... On s'est dit, faut qu'on bosse ensemble, et elle a apporté conseil. On a fait une pièce là dernièrement avec elle aussi, qui était des skateboards. Et voilà, donc, où justement ça reprenait un peu les deux concepts, de elle justement sur le mobilier et moi l'histoire à travers le choix des photos et tout. Et donc ça s'est fait vraiment naturellement, quoi. C'est vraiment quelqu'un d'important. Je pense que voilà, elle fait partie de la team, et puis moi je fais partie de sa team aussi. Ah, ouais. C'est chouette, ce genre de synergie. Ouais, exactement. En parlant de synergie et de musique, cet été, j'ai saigné un morceau à toi avec Azaya, qui était aussi un invité du podcast. C'était Africa is a Vibe. Yes, Africa is a Vibe. Ce morceau, ah là 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 là, je l'ai écouté et écouté. Et franchement, c'était une chouette collaboration. Et pour moi aussi, c'était... une façon de te redécouvrir. Ouais. Dans ce style-là et dans cette manière de poser, j'avais pas vraiment eu l'opportunité de te découvrir comme ça, et j'ai vraiment
apprécié ce morceau et je l'apprécie encore d'ailleurs. Et ta rencontre avec Azaya, comment s'est-elle faite, celle-là? Azaya, ça date d'il y a longtemps. Il y a plus de 10 ans, on a commencé à bosser et je me rappelle avec lui, on bossait beaucoup à l'époque avec Stromae chez lui. Il avait un petit studio, on allait parce que je travaillais, j'ai toujours aussi travaillé avec d'autres artistes. À ce moment-là, on travaillait sur d'autres artistes et Stromae produisait pas mal de choses ou des trucs pour moi. Et je me rappelle, je commence à enregistrer avec Azaya. Puis après, on s'est un peu perdu de vue. Ouais. Et puis il a fait ses choses de son côté, j'ai fait les miennes. Et puis est arrivé le moment où on a eu envie de travailler l'album avec Body, Trouble Fête. Et au moment, il y a un morceau qu'on a fait avec Keisha dans cet album qui s'appelle Moi Sinanga. Et en fait, j'avais enregistré chez Azaya ce morceau. Et en écoutant, on s'est dit ce que lui il avait fait, parce que c'est un maestro là-dedans, dans tout ce qui est arrangement, machin, tout ça. Moi et Body, on s'est dit, c'est fort et tout, fort, il faudrait qu'on arrive à se reconnecter ensemble et de bosser, ça peut donner une bonne collaboration. Et donc du coup, Azaya il a fait tous les enregistrements et tous les arrangements du dernier album, en fait, avec Body. Donc c'est vraiment Body, Azaya et moi, où on a vraiment travaillé à fond sur cet album-là. Après, du coup, quand lui m'a parlé de ses projets de Africa is a Vibe, parce qu'on discutait beaucoup, parce que lui et moi, on vient plutôt de quelque chose de plus hip-hop à la base. Et en bossant sur l'album, on s'est dit qu'on avait envie de coller aussi à nos racines africaines. Alors, pas nécessairement dans le sens traditionnel que beaucoup de gens voient. Tu sais, encore une fois, dans le monde francophone, tu vois, l'Afrique, c'est... tu vois, tu t'appelles Francky Vincent, tu vois... Les Antilles, ça les Antilles, ça. Tu vois, déjà. Ou alors, ça va être des trucs plus traditionnels. Et là, l'Afrique de maintenant, quoi. La vibe de maintenant. Et donc, j'ai eu l'opportunité de poser là-dessus. Et en même temps, c'était bien parce que, justement, moi-même aussi, en tant qu'artiste, j'aime bien faire des virages, des fois. Parce que je crois que au départ, je me voyais juste rappeur. Et puis après, maintenant, je me rends compte que je peux être plus mélodique, que je peux chanter, que je peux faire des morceaux où je peux chanter, des morceaux où je peux même toaster, des morceaux... J'ai plus de carcan. C'est pour ça, souvent, on me demande, ouais, mais quoi, t'es rappeur, t'es slammer, Je dis souvent, je suis juste artiste, en fait. Il n'y a pas de... Et donc, quand Azaya m'a appelé, j'ai senti cette vibe-là, et je suis parti dessus. Et c'est vrai que ça a donné un très, très chouette morceau, quoi. Ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé. Quand on parle d'artistes, tu vois, c'est vrai qu'on aime bien mettre les gens dans des cases et limiter, si on veut, les artistes. La magie de la musique, c'est que du coup, il n'y a pas de frontières avec la musique. Et j'ai eu cette impression-là que ces dernières années, en fait, tu étais beaucoup plus présent à l'international. Mais comment tu l'expliques ça? Parce que, toi, c'est un petit pays, la Belgique, certes. Donc, tu chantes en français. Ouais. Mais tu as su quand même t'exporter au-delà des pays francophones. Oui, le premier surprise, ça a été un peu moi. À la base, en fait, ce qui s'est passé, on va quand même revenir en arrière. Ce qu'il y a, c'est que donc moi, comme j'ai expliqué, donc j'ai vraiment de cette base très hip-hop. J'aime bien dire hip-hop parce que maintenant on parle beaucoup de rap, mais nous, c'est vraiment hip-hop, les 5 disciplines. Et puis, donc après, l'aventure du groupe et tout, j'ai fait d'autres choses. Donc, on va peut-être revenir tout à l'heure et tout ça. Mais il y a eu un moment où j'ai un peu switché, en fait, vers les années début 2010. Ouais, je me suis dit que ça faisait déjà pas mal de temps que je faisais ça. Et je découvrais d'autres choses, en fait. Et pour le coup, c'était même... encore vraiment des choses que je ne fais plus maintenant, mais c'était même quasi rock ou pop rock. Et donc j'ai sorti un projet qui s'appelle Si je meurs. Et le projet, il est vraiment avec live band, rock, tout ça, mais voilà. C'était 4 titres. Et je sors ce projet-là, et honnêtement, c'est la première fois que j'en parle, mais comme ça les gens le savent, j'ai senti vraiment que tous les gens que je connaissais du pop, ils se sont désolidarisés. Ils se sont dit, le mec, il a craqué. On l'a perdu. Un peu comme DC's quand il a fait... Ouais, Peter Punk et tout ça. Voilà, ouais. C'est plus ou moins dans ces années-là.
Et les gens, je pense que voilà, ils se sont désolidarisés. Et en même temps, au début, je l'ai vécu un peu difficilement, mais ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, y a des gens qui m'ont encouragé de ouf, et c'était des gens à l'international, c'est-à-dire des Américains, des gens en Afrique du Sud, et on s'est même retrouvé je me suis même retrouvé dans le Rolling Stone magazine, mais Afrique du Sud et des choses comme ça. Et en fait, je me suis dit, mais ce qu'il y a, c'est qu'avec avec cette identité, parce qu'en fait, c'est justement ça, c'est aussi casser les codes. Voilà, il y a pas la musique, enfin voilà, quand on parle de rock, ça reste quand même de la musique black, voilà. On peut parler du blues, on peut parler de Jimi Hendrix, on peut parler je sais pas, de Prince, de plein de gens qui n'étaient pas nécessairement dans ce truc R&B, hip-hop. Et eux, en fait, ils l'ont capté. Donc déjà, moi-même, je me suis retrouvé dans un truc où, waouh. Et puis de là, bon, je me suis reconnecté. J'ai quelques années après, 2-3 ans après, je suis parti aussi pour la première fois à Kinshasa. Et en partant à Kin, ben, ça m'a ouvert d'autres choses parce qu'en fait, je me suis retrouvé à faire des télés à Kin, à passer, tout ça. Donc je voyais le truc en Belgique où il n'y a personne qui me calcule. Et puis, je peux me promener dans les rues à Kin, je vois des taxis qui s'arrêtent et tout, mais on doit à la télé, machin. Et donc, à partir de là, ben, je me suis dit, ben, il faut aller là où on te donne de l'amour aussi. Exact. Parce que même pour ta santé mentale, c'est important. Tu sais, du toc au port, du dog aux portes, les gens ne calculent pas. C'est un moment... et ça m'a donné une autre perspective, en fait, de la manière dont j'avais envie de défendre ma musique. Et donc, je suis revenu de Kin, et là j'ai fait le projet qui s'appelle Matongé. Et quand on a fait Matongé, il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes. Mais c'est vrai que c'était à l'international. Voilà, ça s'est vraiment passé beaucoup plus à l'international. Je fais Matongé, j'ai fait l'album après qui s'appelait Article 15. Même chose, je me rappelle, je le sors, on est en 2017. En fait, ce qui se passe, c'est que le jour où je le sors, je sais pas, j'étais un peu en train de râler, j'avais l'impression que les gens ici avaient pas capté, en fait. Mais le même jour où je sors l'album, le lendemain, je dois partir à Dakar. Donc, je suis un peu dans un truc où je râle, j'ai l'impression que les premiers retours sont pas bons, je vais à Dakar, donc ça me permet de prendre je reste là, je sais pas, 10 jours, un truc comme ça. Ça me permet, j'avais des concerts là et tout, ça me permet de me rendre compte qu'en fait, non, en fait, mais ici, ça prend bien. Tac, et tout, même chose, et puis après, de là, avec cet album, je me retrouve, mais c'est toujours à l'étranger. Je me retrouve à faire le journal de France 24, je me retrouve à faire le journal de TV5, toujours à l'étranger, et puis, je crois, à 1 mois après Dakar, je dois partir, mais au Congo, Brazzaville, maintenant, toujours pour des concerts, je pars, et même chose. Et en fait, à partir de là, ça m'a donné beaucoup de confiance, en fait, pour la suite. La confiance qu'en fait, j'avais pas vraiment nécessairement ici. En fait, c'est vraiment de la force qu'on m'a donnée à l'étranger. Et puis après, je suis revenu ici, et je me suis dit, bon, là, souvent, quand j'entendais les discours, c'était, t'es avant-gardiste. Et moi, j'ai l'impression, bon, allez, je me dis, mais je suis pas en train de réinventer l'eau chaude, en vrai. J'ai de la musique afro, j'en écoute, il y a de la musique afro du Nigeria, il y a de la musique du Ghana, il y a de la musique... Et les gens ne captaient pas, en fait. Les gens ne captaient pas. Et j'ai continué comme ça, puisqu'il nous a amené à faire Trouble Fête aussi avec Body. Et même chose, en off, je te disais, tu sais, j'ai pas de honte à dire que j'ai envoyé des démos à tout le monde. C'est-à-dire que là, que ce soit les gens de France, de Belgique, ils ont dû au moins, même dans vos mails non ouverts, vous verrez. Il y a mon nom. Où je vous ai envoyé les démos, je vous ai envoyé les trucs, il n'y a personne qui répond. Ou c'est, voilà, mais... Et là, Body me dit, ah, mais tu vois, il y a un label en Angleterre, voilà, avec qui je travaille, bah vas-y, viens, on leur envoie l'album. On envoie l'album. Ok, ça va, il n'y a pas de souci, on le fait. Tranquille. Bah, tu vas aller là. Encore une même chose. Et c'est la même chose, de la même chose avec Colors, quoi. Même chose, on se retrouve, ah, voilà, ça s'est fait vite, quoi. Ouais, voilà, on leur a envoyé, ah, ok, c'est cool, bah, tu sais quoi, nous-mêmes, on suit déjà Badi, c'est quand,
C'est quand, quelle date vous voulez en fait. Wow. Ça a pris 5 minutes. Et voilà, et moi j'étais là, ah, ils me connaissent déjà en plus. Ok, d'accord. Et bien, ça s'est fait, on a pris les dates, tu nous rappelles, non, mais on va pas en faire un, on va en faire deux. Hein. Ok, vas-y, c'est bon. Hop, et puis je suis parti, et puis c'était fait, puis je suis rentré. Et tandis que ici, ça a toujours été, tu vois, t'es là, tu rames. Et en fait, c'est juste ça, c'était juste, ça a toujours été des évidences en fait. Et je pense, je sais pas à quoi c'est dû, je pourrais pas te l'expliquer, tu vois. Mais ça m'a jamais arrêté, au contraire, ça m'a toujours motivé. C'est vrai que la Belgique et le public bruxellois, on est difficile. Ouais. On est difficile. Mhm. Et ce qui est encore plus frustrant, c'est qu'il y a énormément de talent. Ouais. Mais c'est vrai qu'ici, on ne le calcule pas. Ouais. Mais il y a des gens à l'international, c'est des stars en fait. Exactement. Où ils sont beaucoup plus considérés, leur art est beaucoup plus considéré qu'ici. Ouais, exactement. Une dinguerie. Mais en fait, c'est aussi... faut consommer local. On dit ça pour les légumes, mais c'est la même chose, parce que c'est plus sain à la base. Mais je peux comprendre aussi parce que le pays est plus petit, parce qu'il est divisé en deux, et surtout aussi, c'est qu'on n'a pas non plus développé une vraie industrie du divertissement aussi, en Belgique. C'est vrai, il y a des artistes maintenant de renommée internationale en Belgique, mais ils sont signés à l'étranger. Et c'est vrai que j'ai eu cette chance, après chance et travail, où, ouais, effectivement, là, tout cet été, on a été en Suisse, on a été au Luxembourg, on a été en Suède, on a été en France, on a plus joué à l'extérieur qu'ici en Belgique. Et c'est marrant parce que des fois, je croise des gars à Bruxelles qui vont me dire « Ah, mais tu fais encore de la musique ?» Et souvent, je leur réponds même pas, en fait. Je dis, bah, ouais, encore, ouais, de temps en temps. Voilà. tu vois, de temps en temps, parce que, en fait, les gens ne prennent même, des fois, pas la peine de regarder ce que tu fais. Et en même temps, de l'autre côté, je suis vraiment content, c'est une petite anecdote, on a fait un concert dernièrement, c'était où? C'était à Wavre, je crois. Et un jour, je marchais dans la rue et il y a un gars qui s'arrête en voiture et il me pose la question, mais il s'arrête vraiment. Donc, ouais, mais voilà, c'est comment et tout. Ouais, vas-y, je lui dis, regarde, prends les contacts là. Et le gars, il est venu avec femme et ses enfants. Il m'a dit, mais tu te rappelles un jour à quelqu'un qui t'a arrêté dans la rue? Eh ben, c'était moi. Et je suis venu parce que tu m'avais dit que de le suivre. Donc, tu vois, en même temps, il y a quand même aussi beaucoup de gens qui sont dans cet esprit-là. Ok. Ouais. Nice. C'est chouette. Ton actualité maintenant, du coup, c'est quoi? Au niveau musical, est-ce qu'il y a des nouveautés dans le pipeline? Est-ce qu'on peut avoir une exclue, une info, quelque chose? Oui, bien sûr. Alors là, c'est bon, on a terminé les concerts, on a un peu terminé la promo Trouble Fête. Donc je suis en train d'arriver, il y a un nouveau single là, qui arrive là, ce mois-ci. Ça s'appelle Je m'en fous. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce ne sera pas un single, ce sera 3 singles. Okay. Donc il y a 3 versions. Il y a une version de DJ Spiloulou, il y a une version de Bodhisattva, il y a une version de KM. Et je voulais choisir celle que vous préférez. Donc ça arrive. Et on a le nouvel album. Je t'ai déjà un petit peu expliqué en off de quoi il s'agissait, mais je vais laisser monter la sauce pour ceux qui ne savent pas encore. Et le temps de leur dévoiler le nom et tout ça un tout petit peu plus tard. Mais le nouvel album aussi est terminé. Et il va arriver courant 2023. Ah, chouette. Pour clôturer notre échange qui était très agréable, est-ce qu'il y a peut-être encore un message que tu as envie de donner aux futurs entrepreneurs ou artistes, un message, tu vois, d'encouragement? Oui, bien sûr. Moi, j'ai juste envie de dire, il n'y a pas de barreaux, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières. Peu importe votre niveau d'études, ce que vos parents faisaient, votre poids, votre taille, vos orientations sexuelles, votre religion ou autre, c'est vraiment une question de foi et de croire en soi. Je sais, on vous le dit tout le temps, mais en fait, il n'y a que ça qui reste au final, parce que les idées viennent de nos têtes. Voilà, c'est rare que les idées d'entrepreneurs viennent de 10 têtes. À un moment, on peut les partager à 10 personnes, mais ça part toujours de nous. Et à la fin de la journée, je pense que c'est vraiment juste se dire, est-ce que j'ai donné le meilleur
pour moi. C'est pas toujours je suis le meilleur, mais est-ce que moi je donne le meilleur? C'est surtout juste ça, quoi. Donc, continuez de croire en vous et rien n'est impossible. Alright. Merci beaucoup, Badi. Ouais, merci. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi. Et à très bientôt. À et, très vite. Merci pour le temps que tu m'as consacré. Ouais, merci à toi. Longue vie au podcast. Vous avez entendu? Affaire à suivre. Merci beaucoup. Et à bientôt.